Bonjour et bienvenue à cette capsule de modélisation statistique. Donc, on va couvrir dans cette vidéo notre premier modèle de matrice de covariance non diagonale, qui est le modèle d'équicorrélation. Donc, voilà, l'hypothèse de départ, ça va être qu'on a des individus qui sont interchangeables, mais qu'on a une covariance entre deux individus qui est potentiellement non nulle et qui est dénotée tau. Euh, donc, cette covariance-là sera la même pour tous les individus dans le groupe, peu importe l'ordre. Okay, donc, on parle d'observations échangeables. Et donc, dans notre exemple avec le désir de vengeance, où on avait 5 pas de temps, donc il y a 5 observations pour chaque individu. Ici, l'individu, c'est le groupe. On aurait une matrice de covariance intragroupe qui ressemble à cette matrice-là. Donc, vous avez sur la diagonale sigma carré plus tau qui correspond à la variance. Et tau, ce sera la covariance entre deux observations, tout simplement. Donc, on pourrait aussi exprimer ce modèle-là directement en termes d'un paramètre de corrélation ρ. Donc, rappelez-vous, la corrélation, c'est la covariance divisée par les écarts-types. Donc, ici, comme tous les écarts-types sont identiques, on obtient tout simplement la covariance divisée par la variance des observations. Donc, cette corrélation-là, elle va être, comme je le disais, la même pour tous les individus. Et en anglais, on parle d'équicorrélation ou de compound symmetry. Donc, deux paramètres qui remplacent notre modèle usuel où on n'a qu'une matrice diagonale et sur la diagonale, donc le modèle avec des erreurs indépendantes, ça fait en sorte que hors diagonale, les entrées sont 0. Et l'hypothèse d'homoscédasticité veut faire en sorte qu'ici, on aurait une variance qui est égale. Donc, si vous reprenez l'équation précédente et vous mettez tau égal à 0, vous obtiendrez le modèle classique linéaire. Donc, comment ajuster ce modèle d'équicorrélation? Donc, dans SAS, on va faire ici une étape qui est superflue, mais pour vous illustrer un petit détail. Donc, je commence par créer une copie de la base de données vengeance et je vais copier donc la variable temps, qui est ici t, et je vais en créer une copie que je vais appeler t4. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que dans la plupart des autres modèles, l'ordre des observations va être important et donc je dois avoir une variable qui me donne l'ordre au sein des observations et cette variable-là doit être catégorielle. Or, dans mon modèle pour la moyenne, j'ai déclaré que la vengeance était une fonction du sexe, de l'âge de la personne, euh, de la quantité de bouche à oreille négative qu'elle fait et les plaintes vindicatives, ainsi qu'une pente. Donc, j'ai mis temps comme variable continue et je ne peux pas utiliser à la fois la variable t comme variable continue et la déclarer catégorielle, d'où cette copie. Donc ici, vous avez un énoncé, donc la différence par rapport au modèle classique. On va spécifier dans une ligne additionnelle la commande repeated, où je vais mettre, bon, là je vais mettre T4. Vous pourriez le mettre pour ce modèle, cette structure de covariance particulière, mais généralement, c'est une bonne pratique de le laisser. Ensuite, vous devez spécifier donc barre oblique. Après, vous mettez donc l'identifiant des personnes pour que ça puisse distinguer qu'est-ce qui est groupe, donc matrice intragroupe, qu'est-ce qui est hors groupe. Et là, on choisit le type de matrice de covariance, donc ici CS pour Compound Symmetry. Et les options R égale à 1 et R corps égale à 1, ça veut tout simplement dire je demande à SAS d'imprimer pour l'individu numéro 1, donc tous les individus ont la même matrice ici de covariance et de corrélation, mais je veux voir à quoi ressemble cette matrice-là. Donc R, ça vous donne la matrice de covariance de la variable réponse Y, et R corps vous donne celle de la matrice de corrélation. Donc ici, comme vous n'avez pas d'autres parties dans le modèle, vous allez obtenir la matrice de covariance de Y, c'est la même que celle des aléas epsilon. Donc, je viens de vous décrire ça. Donc, repeated, premier argument, c'est l'ordre des observations. Donc, ici, la variable t 1 à 5.
et elle doit être catégorielle. Ensuite, vous avez sujet qui vous donne qui identifie les groupes d'observation. Ici, groupe, c'est individu. Le type qui vous permet de spécifier le modèle de covariance intragroupe. Et finalement, donc les options R égale à 1, R corps égale à 1 pour décider. Donc c'est optionnel si vous vouliez avoir un estimé de la matrice. Donc par défaut, le type c'est diagonal, donc ça correspond au modèle linéaire. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de spécifier l'argument précédemment. Donc je l'ai dit, on n'est pas obligé dans le cas de figure pour le modèle d'équicorrélation, puisque l'ordre n'est pas important. Vous auriez juste pu mettre repeated barre oblique, mais c'est bien de se conditionner à ajouter cette variable-là parce que pour tous les autres modèles, ce sera nécessaire. Donc, ça ne fait pas de tort. Vous avez la sortie ici, qui va vous, par exemple, parler, donc, le beau calque de l'anglais, donc de symétrie composée. Pour la structure de covariance, donc le modèle est ajusté par maximum de vraisemblance contraint, REML. Vous avez donc effet sujet pour chaque identifiant, on a l'effet et vous voyez donc sur les niveaux de classe, donc on avait bien 80 personnes et il y a 5 pas de temps pour chacun. Donc voilà le modèle estimé. Donc vous allez voir la matrice de covariance à gauche, la matrice de corrélation à droite. Et donc la corrélation ρ c'est 0,35. Donc nos paramètres, on a 0,1374, c'est l'estimé de taux, okay, qui est la covariance intragroupe. Et donc, vous pouvez déduire sigma carré, qui sera quelque chose comme 0,24. Okay, donc, on l'a dit, je le répète, le modèle d'équicorrélation, comme son nom l'indique, la corrélation est la même pour toutes les observations au sein d'un groupe. Et donc ici, c'est pour tous les pas de temps pour le même individu. Vous avez également dans la sortie SAS un tableau avec les estimés des paramètres de covariance. Donc ici, le CS avec identifiant, c'est le paramètre taux de covariance entre deux individus. Et le résidu, ça correspond à sigma carré. Donc attention, ici, ce n'est pas la variance marginale, mais bien c'est le paramètre sigma carré, donc la variance. Vous l'avez vu dans le tableau précédent. C'était 0,37 quelques, 0,38, pardon, 0,3858. Donc, c'est bien la somme des deux. C'est une paramétrisation un peu spéciale, mais vous verrez dans le chapitre suivant qu'elle est logique. Okay? Donc, on aurait pu avoir une paramétrisation peut-être un peu plus simple, mais ce sera plus naturel par la suite. Vous pourriez utiliser donc ces deux estimés-là pour obtenir directement le paramètre de corrélation. Donc ici, on a imprimé une matrice 5 par 5, mais il n'y a qu'un seul nombre qui nous intéresse. Et c'est rho chapeau, donc vous pouvez le calculer vous-même. Et c'est bien de comprendre la paramétrisation et les sorties pour ne pas vous mêler lorsque vous voyez ces chiffres-là. Donc faites bien attention, le paramètre avec résidu. C'est sigma carré, ça ne correspond pas à la variance pour le modèle d'équicorrélation. Un test du rapport de vraisemblance. Donc, vous aurez toujours dans les sorties le petit tableau suivant, test de rapport de vraisemblance du modèle nul. Et donc, bon, c'est un test de rapport de vraisemblance, le nom l'indique, mais à quoi ça correspond? Mais on va comparer toujours le modèle avec la structure de covariance que vous avez choisi d'ajuster, ici équicorrélation, avec le modèle dans lequel il n'y a qu'un seul paramètre de covariance, sigma carré, et donc vous avez une matrice diagonale, qui est le modèle de covariance du modèle linéaire classique, homoscédastique, observation indépendante. Ici, si vous voulez penser en termes de paramètres, le test correspond à un test de taux égal à 0. Et l'alternative, c'est taux n'est pas égal à 0. Et ici, taux peut être effectivement négatif. Donc, c'est une covariance. Il y a des contraintes par rapport à sigma carré, mais il n'y a aucune contrainte dans la façon dont on le fait. Donc, vous avez la statistique qui correspond à ce test de rapport de vraisemblance. Donc, il y a un paramètre additionnel qui est taux, donc 1 degré de liberté.
Et l'écart de l'ajustement, donc la différence de 2 fois la différence de log vraisemblance RML pour le modèle linéaire classique versus le modèle avec équicorrélation, différence de 67,25. Et donc, c'est à comparer à une loi qui carré avec 1 degré de liberté, dont le 95e percentile est 3,84. Donc, vous rejetez unanimement l'hypothèse qui veut que taux égal à 0 ou que le modèle qui n'inclut pas de corrélation entre les observations soit adéquat. En faveur de l'hypothèse alternative. Donc, on verra plusieurs modèles qui ont des structures différentes, mais ils auront toujours cette même conclusion qui est, vous avez ici un besoin de modéliser. Il y a de la structure, il y a de la corrélation entre les observations. On aurait pu faire ce test à la mitaine, comme on dit en bon québécois. Donc, vous ajustez le modèle avec, avec la procédure mixte. Donc, le modèle linéaire classique, vous n'avez pas la ligne repeated. Le modèle d'équicorrélation, on a les deux sorties. Vous avez moins 2 log vraisemblance restreinte. Et vous verrez, donc si vous faites la différence à arrondi près, c'est 67,3. Et donc, à comparer, comme je le disais, à une loi qui carré. Donc, j'ai mis du code en ligne si vous voulez vous amuser à faire le calcul de la valeur P, mais sinon, vous pouvez tout simplement utiliser le quantile correspondant et donc rejeter si la valeur observée est plus grande que ici 3,84. Vous avez aussi dans le tableau les estimés des paramètres. Donc, on peut voir, donc, les estimés sont exactement les mêmes que la dernière fois. Par contre, si vous regardez, donc les degrés de liberté ont changé. Les erreurs types sont plus grandes et donc forcément, ça impacte les dernières colonnes. Donc, vous voyez, sexe qui était avec des erreurs indépendantes, il semblait que donc, la valeur P qui était inexacte, qui n'était pas correcte ici, était de à peu près 4%. Là, on est à 20% et donc sexe, l'effet de sexe n'est pas significatif. On ne peut pas dire que il pourrait ne pas y avoir de différence du désir de vengeance entre les hommes et les femmes. Par contre, le désir de vengeance décroît au fil du temps une fois qu'on a pris en compte les autres variables. Donc, vous pouviez écrire le modèle ajusté, donc la valeur prédite de vengeance. Vous remplacez les bêtas inconnus par leur estimé. Et je l'ai dit, donc c'est vraiment un cas spécial. Donc, règle générale, vous n'obtiendrez pas les mêmes estimés, mais ils ne seront pas très loin selon le modèle de covariance que vous spécifiez. Mais là, ils sont exactement identiques. Donc, vous pouvez voir, les chiffres sont exactement les mêmes. Par contre, l'erreur type est beaucoup plus grande. Donc, c'est ce qui change avec notre modèle. Par exemple, pour sexe, on est passé de 0.067 à 0.10. Donc, les erreurs sont plus grandes, ce qui reflète en fait la quantité réelle d'informations dans les données. Donc, quand vous avez des données indépendantes, il y a plus d'informations qui est disponible. Quand vous avez des données corrélées, ben, il y a une partie de l'information qui est partagée. Donc, il y a une certaine redondance à ce niveau.